Voilà, bonjour à tous. Oui, merci pour l'invitation. C'est toujours un challenge de parler après Alain, parce qu'il est super clair. Vous, c'est les Français, moi je ne suis pas francophone à la base, donc il m'a déjà stressé, fait du terrorisme en disant quand tu es fatigué, tu parles trop vite. Donc il m'a fait couper la moitié de mes slides. J'espère quand même qu'avec ceux qui restent, d'être assez clair pour essayer de discuter avec vous du problème de l'hypothermie dans le trauma crânien. Alors, on fait un petit jeu tout à l'heure. Donc, presque tout le monde fait de l'hypothermie après l'arrêt cardiaque. Combien de vous utilisent pour une raison ou pour une autre de l'hypothermie après trauma crânien? Levez la main, n'ayez pas peur. Une seule personne. C'est deux même, voilà. C'est assez intéressant parce que quand on voit la littérature et le nombre de patients inclus dans les études, randomisés par randomisés, c'est au moins le même nombre de patients inclus dans l'arrêt cardiaque. Peut-être l'évidence n'est pas la même pour dire que c'est un sujet assez traité, mais que probablement parfois on ignore, au moins dans ce contexte. Alors, je vous épargne les détails en disant que le trauma crânien n'est peut-être pas si sévère que l'arrêt cardiaque. Le pourcentage des patients qui décèdent après le trauma crânien aujourd'hui en France est autour peut-être de 20%, dernière étude Hippolyte, mais c'est peut-être sûrement plus bas que l'arrêt cardiaque, mais c'est surtout associé à des problèmes neurologiques à très long terme. Donc il a effectivement une fenêtre, comme dit thérapeutique, pour essayer de préserver le cerveau le plus possible. Alors après un trauma crânien, le processus qui en donne des dégâts au niveau du cerveau est assez facile à comprendre. C'est plus ou moins comme ça. Et donc, vous comprenez bien en fait que quand on décide du coup de donner une molécule qui va agir ici, eh bien, tous les voies accessoires qui vont à la fin induire une lésion cérébrale continuent à fonctionner. Ça explique par exemple le fait qu'il y a certains essais cliniques, les tout derniers c'est sur la progestérone, notre trauma crânien, qui n'ont pas réussi à montrer un avantage. Probablement, ils sont très sélectifs sur une de ces voies et laissent le reste des mécanismes physiopathologiques agir et donc continuer à donner du dégât cérébral. En plus, en différence que l'arrêt cardiaque, l'arrêt cardiaque, vous avez, c'est une manque de perfusion d'oxygénation du cerveau, bien spécifique, relativement homogène, mais pas tout le temps. Le trauma crânien, c'est extrêmement différent parce que vous avez effectivement le mécanisme d'accélération, décélération au niveau du cerveau, les lésions axonales diffuses. Vous avez parfois des lésions directes au niveau du cerveau, qui soient dans le cerveau ou entre la boîte crânienne et le cerveau, l'hématome statural. Et vous avez parfois des lésions de contre-coup de l'autre côté qui s'installent dans les jours après. Donc au niveau de la manifestation, surtout au niveau des imageries, c'est extrêmement différent et très hétérogène par rapport à un arrêt cardiaque. Et le processus que vous avez montré tout à l'heure, Alain, c'est un processus continu, peut-être même un peu plus de l'arrêt cardiaque. Vous avez un processus qui est relativement grave au départ, mais même certains malades qui arrivent à l'hôpital avec un état pas de coma associé au trauma crânien, ils peuvent, à cause de différents processus d'inflammation ou d'apoptose, se dégrader par la suite ou d'œdème cérébral, donc présenter un phénomène de dégâts cérébral continu qui dure parfois plusieurs jours, dont l'intérêt d'une thérapeutique qui agit au départ, qui protège le cerveau suffisamment longtemps pour que ce cerveau soit préservé. Alors pourquoi on devrait donc contrôler la température après un trauma crânien? Alors, le plus simple, c'est que, comme vous avez entendu tout à l'heure pour l'arrêt cardiaque, il est vrai aussi pour le trauma crânien parce qu'il y a certains mécanismes physiopathologiques qui sont en commun. Eh bien, l'hypothermie, c'est un espèce de neuroprotecteur aspécifique. C'est-à-dire que, pour finir, elle va contrôler plus ou moins tous les mécanismes impliqués dans le dégât cérébral. À la fois les mécanismes précoces, dont l'intérêt, selon certains, de le commencer le plus vite possible, à la fois les mécanismes qui s'installent après plusieurs heures, plusieurs jours. Donc l'hypothermie, même si elle n'est pas spécifique, elle arrive plus ou moins à traiter tous les mécanismes physiopathologiques associés à une lésion cérébrale. Spécifiquement après trauma crânien, vous savez que le cerveau il subit son trauma, il subit son choc initial, mais il y a beaucoup d'autres anomalies qui s'installent par la suite qui sont autant délétères que la lésion initiale pour aggraver la lésion cérébrale même. Par exemple, ça c'est une liste, l'hypotension artérielle et l'hypoxémie c'est bien connu, mais parmi la liste, vous voyez qu'effectivement l'hyperthermie, qui est même au niveau clinique, le patient qui a un trauma crânien qui fait à un moment 39 degrés de température, vous allez le voir avec une dégradation de l'état clinique, alors qu'au niveau de l'imagerie cérébrale, il n'y a rien qui a changé. Alors, je vous fais l'histoire assez courte pour répondre à la question de la normothermie. C'est une méta-analyse qui a mis ensemble toutes les études de toutes les lésions cérébrales avec des patients qui étaient hyperthermes et le fait que l'hyperthermie a oui ou non un impact sur l'outcome des patients. La ligne rouge vous met en évidence l'équilibre entre le fait qu'on soit hypotherme et normotherme. Les points qui sont au-delà de la ligne rouge vous montrent effectivement qu'il y a un excès de mortalité en faveur de l'hyperthermie. Les gens hyperthermes ont plus de mauvais outcomes, que ce soit le décès ou l'échelle neurologique à long terme par rapport à la normothermie. Il ne faut pas être des experts de statistiques pour voir que presque tous les points, même tous les points, sont au-delà de la ligne rouge. Donc dans toutes les études, que ce soit dans le stroke et en jaune, je vous ai mis ici les patients spécifiques pour le trauma crânien, le fait qu'on développe un moment de l'hyperthermie, quoi qu'il soit la cause, évidemment, ce n'est pas spécifié ici, c'est du sepsis, c'est lié au trauma crânien même. Le fait de devenir hypertherme s'associe à une augmentation du risque de mauvais outcomes. Et donc, dans la pratique clinique de tous les jours, même si on n'a pas des études de haut niveau,
le maintien de la normothermie chez les patients les plus sévères semble être quelque chose d'assez logique à poursuivre. Donc on dirait, bah, ça c'est bien, donc s'il faut contrôler la température, on a même plus bas, on va protéger le cerveau, on fait de l'hypothermie pour tout le monde. Alors c'est juste une étude récente, un peu comme dans le sepsis, on a observé qu'un malade qui arrive hypotherme à l'hôpital après trauma crânien, il a un mauvais pronostic par rapport à celui qui est normotherme. Et ça veut dire que l'hypothermie est délétère? Évidemment que non. Le changement spontané de la température, que ce soit vers l'hypo ou vers l'hyperthermie, c'est plutôt un signe de mauvais pronostic lié à la lésion cérébrale en elle-même. Ça ne veut pas dire que l'hypothermie n'est pas efficace. Quand on parle d'hypothermie, j'insiste, ce qu'il disait Alain, l'hypothermie thérapeutique, c'est modifier la température du patient. Le patient qui n'est pas hypotherme, je modifie sa température vers le bas pour voir si le fait de changer sa température a un impact thérapeutique. Donc, il ne faut pas confondre l'hypothermie spontanée, qu'on a donc plusieurs papiers associés à mauvais outcome, à l'hypothermie que je vais induire au patient pour essayer de préserver le cerveau. Alors, au niveau du trauma crânien, au niveau clinique, l'hypothermie est très peu utilisée. Donc, le petit test qu'on a fait tout à l'heure, effectivement, est la réalité, parce qu'évidemment, on est très intéressé à faire autre chose auparavant. Et c'est une étude de certains collègues italiens à Milan, 3 centres, 400 malades. Ici, en bas, vous avez 80 patients qui ont vraiment une grosse hypertension intracrânienne, qui nécessite différentes interventions. Aucun de ces patients reçoit de l'hypothermie. Donc, pour dire qu'effectivement, même si on sait que ça a un impact neuroprotecteur, il y a beaucoup de données expérimentaux, au niveau pratique, on l'utilise très peu. Alors, quand on regarde au niveau animal, j'ai seulement une slide, c'est qu'on a pris les études d'animaux, c'est que l'hypothermie profonde, 28 à 30 degrés, ça tue les animaux. Donc, même à niveau expérimental, un niveau de température très basse est associé à mauvais pronostic. C'est pour ça qu'on a donc utilisé dans l'expériment pour dire entre 32 et 36 degrés, on a un avantage en termes de lésions cérébrales, quoi qu'on regarde comme outcome, le scanner, le métabolisme cérébral, en faveur de baisser la température chez les animaux pour lesquels on induit une hypothermie. Alors, le problème des animaux, c'est lequel? C'est souvent un rat, comme ça, on lui donne un petit coup sur la tête, c'est un peu violent, puis on le met dans le frigo, et on le sort 24 heures après. Il est clair que ce n'est pas la même chose de faire ça chez un patient qui est soins intensifs, qui doit faire un scanner, qui a un cathète artériel, il faut le nourrir, tout ça. Donc c'est clair que c'est des données qui vous donnent une idée, mais qui ne se traduisent pas forcément par le fait qu'il faut l'utiliser chez tout le monde au niveau pratique. Alors les études humaines, parce qu'il faut toujours commencer par la base, vous montrent que quand on fait de l'hypothermie, on a des avantages physiologiques. On contrôle mieux le débit cérébral, ça c'est bien. Quand on regarde les données électrophysiologiques, les EEG, les potentiels évoqués, ben on a moins d'anomalies EEG chez les patients en hypothermie. Et quand on regarde de façon très invasive le métabolisme du cerveau, par exemple, le tas de pyruvate, c'est un indice d'anaérobiose au niveau du cerveau, et ben le fait de mettre l'hypothermie a un avantage, et ça protège le métabolisme du cerveau, un avantage de l'utilisation de l'oxygène. Donc c'est toutes des données physiologiques, mais qui évidemment ne sont pas suffisantes pour dire je rentre à la maison, je mets tout le monde en hypothermie. Alors ce qui est clair, c'est que l'hypothermie fait baisser la pression intracrânienne. C'est un papier de 99. Vous avez ici, enfin 99, pardon, j'ai oublié. Vous avez ici la pression intracrânienne à la base et l'oxygène au niveau du cerveau, avant, 24 heures et 48 heures après le début de l'hypothermie thérapeutique. On réduit les malades, la température d'opération de 37 à 33 degrés. Oui, effectivement, la pression intracrânienne diminue. Donc, si on doit utiliser de l'hypothermie pour le trauma crânien, au-delà de toutes les données que je vais vous montrer après sur l'outcome neurologique, c'est une intervention qui baisse la pression intracrânienne. Juste pour vous montrer, une hyperventilation chez un patient en trauma crânien va baisser la pression intracrânienne de plus ou moins 5-6 mm de mercure. Un agent osmotique, mannitol, les solutions salées hypertoniques, 7 à 8 mm de mercure. Quand vous faites de l'hypothermie ici, vous êtes au-dessous de 10 mm de mercure de réduction de la pression intracrânienne. Donc c'est un traitement très efficace pour les patients traumatisés avec hypertension intracrânienne réfractaire pour faire baisser déjà la pression intracrânienne. Alors, si vous êtes extrêmement optimiste, comme notre ami Chris Polderman, qui vient des Pays-Bas, qui est maintenant à Pittsburgh, qui était pendant des années un défendeur obstiné de l'hypothermie, c'est toutes des études qui ont comparé hypothermie dans le trauma crânien. En gris, c'est l'hypothermie, en vert, c'est la normothermie. Le plus l'histogramme, le petit histogramme est élevé, le plus il y a de chances d'avoir un bon outcome. Et donc, sans être encore une fois des gros experts de statistiques, vous avez effectivement l'impression graphique qu'il y a beaucoup plus de bons outcomes chez les gris, chez les hypothermes, chez les normothermes. Évidemment, tout ça, c'est des études tout confondues, quoi que ce soit l'origine du trauma crânien, et c'est difficile, sous base de cette graphique-là, de dire l'hypothermie, ça marche chez tout le monde. On a comparé des différentes lésions, le petit vieux qui tombe à la maison, qui tombe sous sa tête, et l'autre jeune qui se fait renverser par un camion. Ce n'est pas la même outcome. On a des traitements du malade totalement différents, des patients qui utilisent le mannitol, la solution salée, j'ai fait vite la chirurgie, j'en fais pas du tout, j'ai maîtrisé la pression intracrânienne. Évidemment, on a traité ces patients sous base justement d'un critère de pression intracrânienne ou sous base du scanner, les gens qui ne mettent pas
de monitoring de pression intracrânienne. L'hypothermie, c'est malade pendant un temps différent, des études 24 heures, des études surtout en Chine 5 jours. Évidemment, on n'a pas, surtout, on disait Alain tout à l'heure, on n'a pas contrôlé, ou pas de façon spécifique dans les études, le rebound de l'hypothermie et les effets que tout ça a au niveau de la pression intracrânienne. Alors, l'enthousiasme avait commencé en 1997. C'était une étude américaine, 82 patients avec un Glasgow inférieur à 8, hypothermie versus normothermie. Quand on voit tous les patients confondus, on a 61% des patients hypothermes qui ont un bon outcome versus 38%. Le P n'est pas significatif. Puis les auteurs ont dit, on va regarder ceux qui ont un score entre 5 et 7 de Glasgow, parce que 3-4 c'est trop malade. Eh bien, ils avaient effectivement un avantage tout de suite après la réanimation, à 6 mois, 12 mois, en faveur de l'hypothermie. Donc, gros enthousiasme. Évidemment, les Américains ont refait une étude. Clifton est une abiche en 2001. Presque 400 patients randomisés avec hypothermie ou normothermie. Alors, ce qui est intéressant de cette étude, c'est que c'était en 2001. On n'avait pas beaucoup l'habitude de faire de l'hypothermie. Et ce qui a montré cette étude, c'est que les patients qui étaient mis en hypothermie avaient beaucoup plus d'hypotension artérielle, avaient besoin d'être beaucoup plus remplis. Donc, en gros, on ne connaissait pas les complications de l'hypothermie. On appliquait quelque chose, ne connaissant pas les conséquences. Donc, ces patients qui avaient un effet bénéfique de l'hypothermie étaient confrontés à des effets délétères liés à l'hypothermie même, qui pouvaient en compenser les effets en long terme. Et pour faire l'histoire courte, cette étude a montré que hypothermie versus normothermie de l'époque, 37,5, n'avait pas d'avantage au niveau clinique. Et même si vous aviez plus que 45 ans, le risque de mortalité est plus élevé d'être traité par l'hypothermie par rapport à la normothermie. Donc, comme on dit souvent, c'est une étude qui a un peu cassé l'enthousiasme, fort critiquée, parce que justement, l'hypothermie avait beaucoup de complications. Est-ce que c'est l'hypothermie qui est délétère? Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas traité les complications? Il y a des patients qu'on a, comment dire, refroidi très lentement. Est-ce que le contrôle de la pression intracrânienne a été corrigé ou pas? C'était fort critiqué. Mais c'est juste un résumé de quelques études qui ont essayé de comparer l'hypothermie à la normothermie. Et en noir ici, donc il y en a 1, 2 et 3, les études qui ont montré un avantage. Vous voyez effectivement qu'à part l'étude de Marion, les deux autres ont encore de 30 patients. C'est clair que ce n'est pas de l'évidence pour dire voilà, l'hypothermie, ça marche. En tant que docteur, nous, on aime bien faire les méta-analyses. Ça fait un peu de trucs statistiques, on met toutes les études ensemble, on dit voilà, on met toutes les études ensemble sur le même sujet, on essaie de trouver un signal qui est en faveur d'un traitement versus l'autre. Alors là, ils sont vraiment donnés à fond, parce qu'il y a 8 méta-analyses en 2009, il y en a 10 maintenant, avec toutes des études différentes, qui en met 17, qui en met 29, je ne vais pas donner les données statistiques. Et comme toujours, ces docteurs aiment bien faire ça, eh bien, on a des méta-analyses qui disent l'hypothermie, ça marche, et d'autres qui disent ouais, ça ne marche pas très bien, quoi. Et donc, du coup, même au niveau statistique, avec tous les limites qu'il peut y avoir entre méta-analyse 2003 et méta-analyse Cochrane, qu'on dit c'est un peu la Bible aujourd'hui, il y a des grosses difficultés statistiques à trouver un message important. C'est tellement intéressant qu'il y a même une dernière méta-analyse, comme si on avait encore besoin, en 2013, des gens qui se sont dit, voilà, il y a quand même 4 études qui sont sorties entre-temps, c'est bien de les mettre dedans parce que peut-être que ça va changer un peu la donne. Bizarrement, la donnée change, l'hypothermie semble être maintenant avec un effet favorable. Mais on inclut évidemment des études non randomisées. On a inclus cette étude-là qui est une étude randomisée, et vous voyez, il n'a pas d'effet sur la mortalité, et cette autre étude qui est une étude randomisée japonaise, qui n'a pas d'effet. Donc en gros, sur les 4 études, les 2 randomisées n'ont pas d'effet sur la mortalité, et les 2 autres qui tirent les résultats vers le bon, c'est des études non randomisées. Et que, quand vous voyez même le commentaire ici, est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'une méta-analyse dans le sujet? Donc je pense que la réponse aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'évidence pour faire de l'hypothermie à tout le monde, mais il faut un peu réfléchir. Alors, je vais passer là-dessus. Je pense qu'il faut réfléchir sur le fait de quel patient on va sélectionner. Si on prend le trauma crânien avec une pathologie hétérogène, on le met sous le traitement hypothermie ou pas, c'est peut-être pas assez réfléchi, comme on a fait pour l'arrêt cardiaque, on prend la fibrillation ventriculaire. Est-ce que le trauma crânien, ça veut dire tout le monde a besoin de l'hypothermie? Eh bien, on sait par exemple que pour que l'hypothermie soit efficace, il faut que le patient ait une hypertension intracrânienne. Si vous avez un trauma crânien sans hypertension intracrânienne, hypothermie, pas hypothermie, ça n'a pas d'impact. Donc peut-être qu'il y a un premier critère de sélection, c'est de dire j'ai un trauma crânien sévère, il a une hypertension intracrânienne, c'est un candidat pour avoir de l'hypothermie. Le deuxième aspect, c'est si je fais de l'hypothermie, je ne peux pas dire à 24 heures, j'ai fini mon traitement, j'arrête l'hypothermie, la pression intracrânienne monte à 35. Ce n'est pas acceptable parce que l'hypothermie est un moyen pour contrôler la pression intracrânienne. Donc il faudrait peut-être moduler la température du patient pour que si à 24 heures il a 15 de pression intracrânienne, je monte à 34 degrés et il rebondit à 25, eh ben, je vais réduire la température du patient pour qu'il reste dans des ranges de pression intracrânienne acceptables. Et donc la durée de l'hypothermie, comme le target, donc l'adaptation de la température au niveau de pression intracrânienne, est quelque chose qu'on a appris grâce à des études au préalable. Et dernier point, peut-être pas tous les patients sont les mêmes, c'est une sous-étude des études américaines montrant que peut-être les patients qui ont un hématome intracérébral lié au trauma crânien qui ont été drainés chirurgicalement
sont ceux qui semblent bénéficier le plus de l'hypothermie par rapport aux autres. Par exemple, les jeunes avec des lésions très diffuses dans l'œdème cérébral, on semblerait, d'une étude japonaise récente, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à recevoir de l'hypothermie dans ce contexte. Donc peut-être que le type d'image radiologique peut être aussi un critère de sélection pour le choix de l'hypothermie. Alors, comment on conclut la question? Il y a évidemment des études randomisées en cours. C'est une étude à laquelle nous avons participé à Bruxelles, l'étude Eurotherm, qui donc justement a utilisé les données que je vous ai dit. Donc il a appris la leçon. Il a dit je prends un trauma crânien sévère, il faut qu'il y ait une hypertension intracrânienne, je le mets en hypothermie versus pas faire d'hypothermie du tout, et je le garde en hypothermie jusqu'à quand la pression intracrânienne soit contrôlée, jusqu'à quand, en remontant à 36-37 degrés, la pression intracrânienne du patient est contrôlée. Avec, vous voyez, des étapes différentes, le traitement initial, le début de l'hypothermie et le maintien de l'hypothermie, parfois 5. Nous, le premier malade qu'on a mis dans l'étude, il est resté en hypothermie 7 jours. Alors, l'étude, je vous dis, il est complété, il a été donc interrompu il y a 2 mois, et on aura les résultats, m'a dit Peter Andrews, normalement, parce qu'on récolte des données il y a 12 mois, c'est donc été interrompu précocement. Il n'y a personne qui sait s'il a été interrompu précocement pour futilité, parce qu'il n'y a pas d'impact, ou comme certains disent dans les couloirs, peut-être un signal il existe. On sait que le DMSB a demandé des données à 12 mois, peut-être qu'il y avait effectivement un signal en faveur de quelque chose, mais évidemment, j'attendrai les résultats fin de l'année. Il y a encore 2 grosses études, une étude chinoise et une étude australienne, mais aussi un peu française, parce que c'est Besançon qui participe, dans lequel on randomise les patients, 300 ici, 500 ici, hypothermie versus notomie, avec un protocole qui n'est pas très différent de l'étude Eurotherm. Donc je pense que dans les prochaines 2-3 ans, on aura au moins 3 études randomisées qui permettent de comprendre davantage si l'hypothermie sur un trauma crânien bien ciblé a un impact ou pas au niveau d'outcome. Évidemment, il reste des perspectives, parce que je n'ai pas parlé, il n'y a pas suffisamment de données comme dans le cas de l'arrêt cardiaque. Il est possible dans le futur, plutôt que de rendre froid tout le patient, on puisse cibler l'organe, le trauma crânien, dire voilà, je vais refroidir que le cerveau, en utilisant des techniques soit transnasales, soit d'autres techniques qui donc tendent à réduire la température du cerveau, avec donc l'avantage de réduire de façon extrêmement importante les complications systémiques de faire de l'hypothermie. Donc, j'essaie de conclure cette topo sur le trauma crânien en vous disant que si on doit imaginer le contrôle de la température chez un patient traumatisé crânien, même si l'évidence n'est pas si évident, mais c'est sous base de plusieurs données observationnelles, le contrôle de la fièvre est très important. Déjà au niveau clinique, vous avez des patients qui sont à 39 degrés, vous contrôlez la température, le patient gagne 3-4 points de Glasgow en quelques heures. Et parce que toutes les études qui ont regardé l'hyperthermie comme facteur indépendant de mauvais outcomes montrent effectivement que cette température élevée, quoi qu'il soit le mécanisme, semble être associée à un rebond de venir. Donc le contrôle de la température, je pense, que reste la base sur laquelle il faut partir. Alors, l'utilisation routinière de l'hypothermie, de garder mal à 33 degrés, n'est pas recommandée. J'espère d'avoir été clair, le message qu'il ne faut pas faire de l'hypothermie chez tous les traumatisés crâniens. Je pense que s'il y a un impact de l'hypothermie chez ces patients-là, justement qu'il faut sélectionner le patient dans une pathologie très hétérogène. Il a un trauma crânien, quelles sont les caractéristiques qui font que l'hypothermie va rajouter un plus à ce malade-là. Une première, je crois que c'est l'hypertension intracrânienne. Un malade qui a une lésion cérébrale, qui n'a pas de gros édèmes d'hypertension intracrânienne, risque de ne pas avoir suffisamment de bénéfices de l'hypothermie en cas de trauma crânien. C'est un peu comme l'exemple de méningite. Certains pourraient dire, voilà, la méningite, l'étude d'hypothermie n'a pas montré davantage. Peut-être qu'il fallait sélectionner une méningite avec un facteur associé, par exemple l'hypertension intracrânienne. Un deuxième point, c'est qu'évidemment, la température est un traitement qu'on donne. Ce n'est pas 24 heures, je fais tout, 24 heures, puis c'est fini. On donne ça comme on donnerait un antibiotique, comme on ajusterait le ventilateur. Il faut ajuster la température du patient en fonction de ses besoins. Si l'idée c'est de faire protection cérébrale avec hypertension intracrânienne élevée, il faut pouvoir ajuster la température du patient au niveau de pression intracrânienne. Il faut donc continuer le traitement suffisamment longtemps pour que cette pression soit contrôlée. Donc l'idée des dernières études, de dire l'hypothermie, ça va être le choix du traitement, oui ou non, et la durée, c'est adapté en fonction du patient. Donc je vous invite, comme moi je le fais aussi, à attendre les résultats des études randomisées pour essayer enfin d'avoir une réponse plus importante que les méta-analyses assez controversées. Merci.